Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du Brésil qui a vendu son âme à Nike. Le Brésil est un pays football. C'est un sport qui est très connu là-bas et ça fait même partie de la culture de ce pays. Commençons déjà avec un événement. En janvier 2021, le congrès de la Fédération brésilienne de football a organisé une commission où Ronaldo, le Brésilien, a été interrogé par rapport à la finale perdue contre la France en 1998, mais aussi la présence de Ronaldo était aussi importante pour analyser et expliquer les tensions entre Nike et cette même fédération. Remontons aux origines. En 1996, Nike signe un contrat avec la Confédération brésilienne de football. C'est le plus gros deal d'une sélection nationale avec une marque à cette époque. Le contrat, c'est 200 millions d'euros sur 10 ans. C'est un des deals les plus controversés de l'histoire, un deal qui a changé le cours de l'industrie du sport, mais qui a aussi façonné toute une génération. On le sait, le football est le sport le plus populaire au Brésil. Le Brésil est d'ailleurs nommé comme le pays du football. Ça fait partie de leur culture. On voit des jeunes brésiliens jouer dans les rues, dans les favelas ou sur la plage avec un ballon de football. Le Brésil est aussi connu pour son style, c'est-à-dire instinctif, créatif et basé sur le dribble. Et beaucoup de joueurs brésiliens ont confirmé cette réputation. Pelé, Garrincha, Ronaldinho, Ronaldo, Neymar, Kaka et j'en passe. Et surtout les maillots jaunes dorés du Brésil sont signe de l'excellence sportive et c'est ce qui va attirer les sponsors. Parlons de Nike qui est la plus grande marque mondiale liée au sport et c'était loin d'être le cas en 1994 parce qu'au niveau des ventes dans le sport, en 1994 c'était situé à 3,8 milliards d'euros et tout particulièrement en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on estime les ventes de Nike dans le monde du sport à 40 milliards d'euros, donc ça n'a plus rien à voir. Et surtout, la plus grande progression s'est vue dans le football, puisqu'en 1994, c'était 40 millions d'euros de part de vente dans le football. Et en 2018, 2 milliards, donc entre 40 millions et 2 milliards, il y a un vrai fossé, il y a une vraie amélioration de ce point de vue-là. Nike a tout d'abord commencé avec le running, avec Steve Prefontaine, puis après le basket avec Michael Jordan dans les années 80, le tennis avec John McEnroe, et pour le football, ça a commencé avec Ian Rush, footballeur gallois, dans les années 80, mais ça n'a pas eu le même écho que pour Michael Jordan, puisque Nike ne connaissait pas vraiment le football à cette époque-là, dans les années 80-90, et Phil Knight, le fondateur de Nike, a dit que on pouvait vraiment comprendre le football qu'à travers les yeux des Brésiliens, et donc c'est par cette découverte du Brésil dans les années 90 que Phil Knight va commencer à se faire une vraie place dans le monde du football. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout prend racine lors de la signature de ce contrat entre la Confédération brésilienne de football et Nike, et surtout la majeure partie de ce contrat est basée sur Ronaldo qui est l'icône du Brésil et de ce sport. 2 ans plus tard, en 1998, Nike a mis en ligne une publicité qui met en avant les joueurs brésiliens dans un aéroport qui font passer le temps avant leur prochain vol en jouant au football, et donc ça a été la première grosse publicité de Nike avec cette équipe du Brésil, et ça a été très important, très influent, et c'est le début d'une grande histoire entre ces deux parties. Puis ensuite Nike met en ligne en 2002 une nouvelle publicité qui s'appelle le tournoi secret. Le tournage de cette publicité est fondé sur des efforts considérables puisque 24 stars sponsorisées par Nike étaient rassemblées dans 13 pays différents. C'est dire les moyens qui ont été mis en place pour diffuser cette publicité et qui a fait très grand bruit comme la première en 98. La même année, en 2002, le Brésil gagne sa 5e Coupe du Monde et Ronaldo met un doublé en finale contre l'Allemagne, et en plus avec des paires de chaussures Nike, et donc il n'y a pas mieux comme publicité pour Nike d'avoir le Brésil en finale qui gagne la compétition avec l'icône Ronaldo qui met un doublé. En termes de mise en avant, de visibilité, Nike a tout gagné à ce moment-là. 3 ans après, en 2005, peu de temps après la création de YouTube, une vidéo de 3 minutes a tout explosé sur cette interface. On voit Ronaldinho avec des paires de chaussures devenues très célèbres qui frappe à 4 reprises sur la barre transversale sans même que le ballon touche par terre. Et beaucoup de monde se demandait si cette vidéo était fake ou elle était vraie. Au final elle était fake, mais peu importe, elle a fait très grand bruit. Et ça a été la première vidéo qui a atteint le 1 million de vues. Première vidéo YouTube qui atteint ce sommet, qui atteint cette barre. Et c'est à ce moment-là que l'ère des vidéos virales débute. 1 an après, Nike passe au numérique en lançant sa campagne
Roga Bonito, qui est très connu des fans de football, surtout ceux qui sont nés avant moi, au moins 10 ans avant moi, avec Eric Cantona qui animait certaines vidéos, ou encore les duels entre Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo. Et donc ces campagnes de publicité ont été un vrai tournant marketing dans le monde du numérique, notamment avec ce partenariat fait avec Google qui dans l'algorithme a énormément mis en avant ce genre de vidéos et qui du coup a contribué à ce grand nombre de vues pour ces campagnes publicitaires. Depuis, Nike est devenu un acteur majeur du football et a signé avec de nombreux clubs, de nombreux joueurs. Et par exemple, lors de la Coupe du Monde 2018, c'est Nike qui domine tout le marché des sponsors, devant Adidas, devant Puma et devant toutes les autres marques, avec 10 équipes représentées. Et pour rappel, en 1994, lors de la Coupe du Monde 94 qui a lieu aux États-Unis, Nike n'a aucune équipe en sponsor. Le Brésil a donc ouvert un nouveau marché à Nike et Nike a transmis la philosophie du football excitant et offensif du Brésil par du storytelling et des vidéos publicitaires. En 2014, lors de la Coupe du Monde qui se déroule au Brésil, le maillot du Brésil est le maillot le plus vendu sur la planète parce que ce maillot est une icône dans le monde du football et encore aujourd'hui. Mais si ce deal est autant un succès, pourquoi Ronaldo a été convoqué en 2001 pour s'expliquer sur ces tensions et sur ces intérêts entre Nike et la Confédération brésilienne de football? En fait, il y a deux problèmes dans ce deal. Le premier, je vous le rappelle, le contrat est estimé à 200 millions d'euros sur 10 ans et sur les 160 millions d'euros, Nike les a transmis à la Confédération brésilienne de football comme prévu. Mais les 40 millions d'euros restants ont été transférés à Traffic Sports, qui est une entreprise commerciale gérée par José Aouila. Et José Aouila, il a un compte en banque en Suisse. Et donc cette firme, Traffic Sports, a transféré sur les 40 millions d'euros 20 millions d'euros à Ricardo Teixeira, le président de la Confédération brésilienne de football. Donc il a gardé 20 millions et il a transféré 20 millions au président de la fédération, ce qui est tout bonnement un pot de vin. Et donc ce qui me fait rire, c'est que l'entreprise Traffic Sports porte bien son nom finalement, et je pense que c'est pas fait exprès. Mais voilà, donc c'est un pot de vin et Ricardo Teixeira et José Aouila ont profité de ce contrat pour s'en mettre plein les poches. Et cette affaire a d'ailleurs été mise en avant lors des révélations de corruption de la FIFA en 2015, mais aucun des deux protagonistes, ni même Nike, n'ont été sanctionnés. En tout cas, Ricardo Teixeira et José Aouila ont été condamnés pour d'autres affaires des années plus tard, donc rien à voir avec cette affaire concernant Nike. Et donc cette affaire, ce trafic, cette corruption, Ronaldo il n'est pas venu pour ça spécifiquement. Il a été interrogé par rapport à la finale perdue contre la France en 1998. Parce que je le rappelle, Ronaldo, avant le match contre la France, dans sa chambre d'hôtel aux côtés de Roberto Carlos, il va faire une crise d'épilepsie et être transféré à l'hôpital. Et selon les rumeurs, Nike aurait forcé Ronaldo à jouer la finale contre l'équipe de France, alors même que les médecins n'étaient pas d'accord et que ça représentait un énorme risque pour le joueur. Parce que pour Nike, c'est très important d'avoir son icône par rapport au contrat en finale de Coupe du Monde. Et en plus 2 ans avoir signé ce deal. Et donc ils l'ont poussé à jouer ce match. Et donc c'était contre l'avis des médecins et très risqué. Et donc lors de cette commission, le médecin de la Confédération brésilienne de football, Roberto Carlos, qui partageait la même chambre que Ronaldo, Ricardo Teixeira et d'autres ont été du coup interrogés pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur cette affaire. Mais au final, aujourd'hui, il y a toujours un mystère qui plane. On ne sait pas vraiment si c'est vrai. Et Nike a toujours réfuté cette idée, a toujours contredit cette hypothèse. Et donc après la défaite du Brésil contre la France lors de cette Coupe du Monde, Ronaldo et Nike deviennent les boucs émissaires de cette défaite, et notamment quand les joueurs du Brésil reviennent au pays, à Rio de Janeiro, les habitants ont un drapeau brésilien avec le logo Nike dessus. Pourtant dans les témoignages, rien n'incrimine vraiment Nike, et on dit que Nike a plutôt bien réussi son contrat avec l'équipe du Brésil en termes de sponsoring. Les investigations se penchent plus vers la Confédération brésilienne de football qui aurait vendu l'âme du Brésil. Et d'ailleurs un membre du Congrès, Aldo Rebelo, avait dit: Disney n'a pas vendu Mickey Mouse, mais la Confédération brésilienne de football a vendu son équipe nationale à Nike. Cette confédération aurait dû vendre le spectacle, mais pas le produit. Et donc vous l'aurez compris, en dehors de toutes ces affaires entre Nike et la Confédération brésilienne de football, beaucoup de contrats ont changé la face du sport. On peut prendre l'exemple de Jesse Owens avec Adidas, Michael Jordan avec Nike et tout particulièrement Air Jordan, Usain Bolt et Puma, et du coup Ronaldo et Nike. Nike a propagé la philosophie du football brésilien à travers le monde et ça perdure encore aujourd'hui. Et d'ailleurs lors de cette signature avec Ronaldo et cette équipe du Brésil, c'est à ce moment-là qu'Adidas a pris conscience qu'il
qu'il y avait un sacré concurrent en face, parce qu'Adidas était déjà dans le monde du football, et donc ils ont pris la mesure de cette concurrence, et un employé qui travaillait pour Nike et pour Adidas a dit plus tard qu'à partir du moment où ce contrat a été signé, que c'était la dernière fois qu'Adidas possédait le monde. Et quand je vous dis que Nike a acheté l'âme du Brésil, ça peut paraître trash, mais au final, Nike s'est accaparé l'image de cette sélection nationale et on a fait quelque chose d'attractif avec le Brésil qu'on connaît aujourd'hui, avec ses joueurs techniques, brillants, créatifs qui nous font rêver et avec ses vidéos publicitaires. Au final, voilà, Nike était le propriétaire de l'image du Brésil et on a fait ce qu'il voulait. Et la fédération, au vu du contrat qui avait été signé, n'avait pas vraiment d'emprise sur tout ça. Et ce qu'il montre, le bon exemple, c'est que quand une marque force un joueur pour jouer un match juste pour des intérêts commerciaux, c'est là que on voit que la fédération brésilienne de football n'a même plus son mot à dire et que c'est là où ça commence à être dangereux. Donc c'était intéressant de parler de cet exemple-là qui est représentatif de tout finalement. Cette vidéo est terminée, merci de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de ce genre de vidéos, surtout ce genre de vidéos historiques et aussi économiques que je compte mettre beaucoup plus sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.